Dans le monde naturel, les relations symbiotiques sont extrêmement répandues. Souvent, ces partenariats sont visibles à l'œil nu, comme l'illustre la dépendance mutuelle entre les abeilles et les plantes à fleurs. Cependant, il existe des formes de symbiose qui restent invisibles, sans l'aide d'un microscope. En outre, de nombreux animaux s'engagent dans des relations particulièrement uniques. Par essence, la symbiose représente une relation réciproque caractérisée par l'interdépendance physique de deux espèces distinctes. Ces relations, qui ne se limitent pas à la même espèce, sont entretenues par les animaux à des fins de propreté, de défense, de locomotion et d'approvisionnement en nourriture. Dans cet épisode, nous allons partager avec vous des cas de symbiose vraiment étonnants et souvent étranges. Lorsque les coyotes font équipe avec les blaireaux, ils fusionnent leurs capacités de chasse uniques, augmentant ainsi les chances de capture de leur proie. Vous avez bien entendu, les coyotes et les blaireaux chassent ensemble. Le coyote, plus grand, poursuit ses proies dans les prairies. Le blaireau, quant à lui, se cache dans les terriers des proies, comme les écureuils et les chiens de prairie, et les attrape lorsqu'elles s'enfuient, fatiguées par la poursuite. Grâce à cette méthode, le coyote peut capturer une proie qui tente de s'échapper, tandis que le blaireau peut l'appréhender alors qu'elle se réfugie sous terre. Même si, en fin de compte, un seul de ces prédateurs est récompensé, il est évident que leurs efforts conjoints augmentent les chances d'assurer leur subsistance à tous les deux. Le blaireau et le coyote consomment des proies similaires, ce qui les place en concurrence directe. Malgré cela, les chiens de prairie astucieux sont difficiles à attraper car ils restent près de leur terrier. La chasse réussit plus quand blaireau et coyote collaborent. Bien que certains coyotes forment des meutes, la plupart d'entre eux vivent seuls et participent rarement à des chasses en groupe. Fait fascinant, le blaireau est une créature encore plus solitaire, ce qui rend son alliance avec le coyote particulièrement étrange. Des recherches ont montré que les coyotes qui s'allient au blaireau parviennent à capturer jusqu'à un tiers de proie en plus. Par rapport aux coyotes qui préfèrent chasser en solitaire, les campanules côtoient les chauves-souris, des plantes carnivores qui consomment les insectes capturés dans les pièges qu'elles ont mis au point. Cette adaptation à un tel régime alimentaire leur permet de prospérer dans des milieux pauvres en azote. À titre d'exemple, le lys fourmilier attire les fourmis dans ses parties internes pour profiter des sous-produits métaboliques riches en azote qu'elles produisent. En revanche, les plantes carnivores attirent les insectes et les petits êtres, généralement dans le but de les consommer. Néanmoins, une variété spécifique de plantes carnivores tend à être plus accueillante. La Nepenthes emsliana, une sarracénie carnivore remarquablement grande, s'est adaptée pour vivre avec les chauves-souris tout au long de la journée. La chauve-souris laineuse, connue sous le nom scientifique de Caravula hardwick, occupe l'intérieur de ces sarracénies qu'elle utilise comme lieu de sommeil et y reste jusqu'à l'arrivée de la nuit. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la plante carnivore s'abstient de consommer son visiteur. Elle lui offre plutôt un refuge, sachant qu'elle utilisera plus tard les déchets produits par son hôte pour se nourrir dans les limites de la jungle épaisse. Les chauves-souris choisissent spécifiquement cette sarracénie unique, non pas par hasard, mais en raison de la méthode spécialisée utilisée par la plante pour attirer les chauves-souris. La surface arrière de la fleur de Nepenthes emsliana prend la forme d'une sarracénie, correspondant aux signaux d'écolocation des chauves-souris à la recherche d'un lieu de repos idéal. Ainsi, l'écolocalisation guide la chauve-souris précisément vers la grande fleur, ce qui est bénéfique pour les deux entités impliquées. Le figuier et les guêpes. Si vous avez déjà rencontré un figuier ou si vous aimez les figues, vous savez sans doute que ces arbres ont une grande affinité avec les guêpes, les carcasses de ces insectes étant fréquemment découvertes dans les fruits de l'arbre. La relation symbiotique entre la guêpe et le figuier remonte à 60 millions d'années, ce qui montre que ce ne sont pas les guêpes qui tentent de nous voler les fruits, mais plutôt les humains qui s'efforcent de s'approprier l'habitat de ces insectes. Il convient de noter que la figue n'est pas précisément un fruit. Il s'agit plutôt d'un organe sphérique et creux, qui abrite soit des fruits, soit des restes de fleurs. Lorsque le figuier arrive à maturité, ses fruits émettent un arôme séduisant qui attire les femelles blescottes. Les insectes creusent donc des tunnels dans le fruit pour accéder. Cette tâche n'est pas simple,
car la guêpe endommage ses ailes et ses antennes au cours du processus. Lorsque la guêpe pénètre dans le corps fructifère de la figue, elle y dépose ses œufs et transporte du pollen provenant de différents figuiers. Une fois sa tâche terminée, la guêpe femelle meurt. Si le figuier n'est pas pollinisé, la plante entre en dormance et meurt, ce qui entraîne la disparition de toute la colonie de guêpes. L'évolution assure, via une méthode rigoureuse, que les guêpes pollinisent les figues, essentielles pour la survie de leurs larves. Si la pollinisation est réussie, la figue s'ouvrira, libérant une nouvelle génération d'insectes des œufs. Au début, les larves se nourrissent de l'intérieur de la figue. Dans l'enceinte des figues, les guêpes mâles et femelles atteignent leur maturité. Les mâles sont chargés de récolter le pollen pour les femelles et se frayent un chemin à travers les figues. Ensuite, les guêpes s'accouplent. En général, les mâles parviennent à transporter le pollen de différentes plantes jusqu'à leur nid, avant que la femelle ne parte à la recherche d'un figuier frais où elle pourra déposer ses œufs. Tout au long de ce processus, l'assurance mutuelle de la croissance et de la survie est garantie pour les espèces de plantes et d'insectes. Au fond de l'océan, les gobies vibratiles et les crevettes Alphus bellelis, connues sous le nom de Stonogobiobs thraciana, forment une amitié remarquable. Ces deux créatures distinctes partagent un partenariat clair et avantageux. Les crustacés, heureux de cohabiter avec les gobies, creusent activement le terrier, tandis que les courageux poissons les gardent, protégeant à la fois les crevettes et le tunnel en développement. Grâce à sa vision supérieure, le gobie remarque rapidement les prédateurs et alerte le petit crustacé, ce qui lui permet de se mettre à l'abri à temps. Ainsi, poissons et crustacés finissent par vivre côte à côte, cohabitant dans les limites d'une caverne sous-marine. Les crevettes pistolets, malvoyantes, s'appuient sur le poisson gobie pour orientation lorsqu'elles quittent leur abri pour se nourrir. Pour maintenir un contact ininterrompu, les crevettes entrent en contact avec les poissons à l'aide de leurs antennes. Vivant sur les fonds marins peu profonds, l'existence de la crevette pistolet dépend fortement de son partenariat symbiotique avec le gobie. On observe que les gobies collectent des algues et divers aliments pour les êtres vivants à proximité. Un gobier peut placer des algues à l'entrée de son terrier, ce qui permet à un crustacé aveugle de le trouver facilement. S'il est menacé, le gobie donne l'alerte en remuant vigoureusement la queue. En échange de leur défense, les crustacés offrent au gobie un abri. Le poisson gobie utilise sa cachette sûre non seulement pour se protéger, mais aussi pour séduire son partenaire par un rituel élaboré, qui prend beaucoup de temps. Il est étonnant de constater que plus d'une centaine d'espèces différentes de gobies se sont engagées dans un partenariat symbiotique avec diverses crevettes. Les gobies et les mangroves dans la savane africaine. Des chercheurs ougandais ont observé une étrange alliance entre les phacochères et les mangroves dans le parc national Queen Elizabeth en Ouganda. Les observations montrent que les phacochères se reposent intentionnellement sur la terre lorsqu'ils rencontrent des mangabes. Ainsi, les abeilles mangabes, apercevant les phacochères, se mettent à purifier soigneusement leur épiderme, retirant les parasites en cueillant les insectes, surtout les tiques, de leur pelage. Cette opération avantage les mangabes en leur apportant de la nourriture. Même si les phacochères bénéficient parfois d'un nettoyage minutieux, un phacochère unique peut demander l'intervention de nombreuses abeilles mange-morts. Ces primates sont même capables de grimper sur le dos des cochons. Prenons l'exemple de l'étourneau africain. Ces oiseaux passent la majeure partie de leur temps perchés sur les éléphants, les rhinocéros, les zèbres et les buffles d'Afrique. En consommant les tiques présentes sur la peau de ces grands mammifères, les étourneaux africains obtiennent les nutriments essentiels à leur survie. Cette relation symbiotique profite aux étourneaux en leur fournissant de la nourriture. Les scientifiques sont de l'avis que cette connexion spécifique trouve ses origines dans un passé éloigné, attribuable à la configuration distinctive du bec des étourneaux. Cette particularité anatomique leur confère la capacité de pénétrer aisément la peau robuste de leurs hôtes afin d'accéder à des sources de nourriture. De plus, les étourneaux avertissent vite les autres animaux d'un prédateur par un signal d'alerte. Néanmoins, le lien entre les étourneaux et ceux qui s'occupent d'eux ne se traduit pas toujours par des avantages mutuels. En effet, s'il retire les tiques de la peau de son hôte, l'étourneau prélève également du sang sur les plaies ouvertes de la peau. Cette action est une autre façon pour eux d'obtenir des nutriments. Néanmoins, ce comportement est strictement considéré comme parasitaire.
même si cet exemple de symbiose n'offre pas d'avantage mutuel et présente un risque de maladie pour les hôtes. Les éléphants et les zèbres apprécient le toilettage des étourneaux. Malgré leur coût considérable, les étourneaux présentent une autre caractéristique indésirable. À l'occasion, ils peuvent distribuer des tiques, les laissant se régaler sur la peau de l'hôte jusqu'à ce que les parasites deviennent plus attrayants pour les étourneaux eux-mêmes. Nous en sommes donc arrivés à la conclusion d'aujourd'hui. Levez la main, abonnez-vous et à bientôt.